Nigeria, le Congrès uni du travail a appelé à la grève générale à compter de ce lundi. Plusieurs secteurs importants seront paralysés. En Côte d'Ivoire, un grand marché d'Abobo a été ravagé par un incendie dans la nuit de dimanche à ce lundi. On parle de 2/3 de l'espace brûlé. À Madagascar, le président Harry plaide pour une révision de la Constitution. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonjour. Nous démarrons par des nouvelles de la Côte d'Ivoire. Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à ce lundi le grand marché d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan. D'importants dégâts matériels sont enregistrés. Aucune victime n'est cependant à déplorer. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures pour circonscrire les flammes qui ont détruit une grande partie des bâtiments. On parle des 2/3 donc de l'espace. Le marché d'Abobo est connu principalement pour ses stands de produits vivriers, des vêtements traditionnels, des objets d'art et autres donc marchandises y sont également vendus. Nous poursuivons ce journal de la Côte d'Ivoire cap sur le Nigeria. On le disait la semaine dernière qu'un risque de grève planait sur le Nigeria et c'était à l'appel d'une confédération syndicale, plus précisément le Congrès uni du travail qui donc appelait à une grève générale si ces revendications n'étaient pas prises en compte. Suivez. Au Nigeria, plusieurs syndicats menacent le gouvernement de déclencher une grève générale susceptible de paralyser les secteurs clés de l'économie, comme le pétrole et les banques dès lundi, si leurs revendications salariales ne sont pas satisfaites. Si le gouvernement ne répond pas à nos demandes, nous n'aurons pas d'autre option que de lancer une grève nationale, a déclaré Joe Ajaero, président du United Labour Congress ULC. L'ULC, issu d'une scission au sein du principal organisme syndical nigérian, le Nigeria Labour Congress NLC, regroupe 12 syndicats de salariés du pétrole et du gaz, des télécoms, de l'aviation, des banques et de l'énergie notamment. Ajaero a prévenu que si les revendications de l'ULC n'étaient pas satisfaites, il y aura un arrêt total de l'économie qui se relève à peine de la récession dans laquelle elle avait plongé il y a un an à cause notamment de la chute des cours du baril de brut. Les travailleurs réclament le paiement de tous les arriérés de salaire dans le public, un nouveau salaire minimum de 56 000 naira, soit 130 € au lieu de 18 000 et dénoncent la vente annoncée de la compagnie de fourniture d'électricité publique aux opérateurs privés. Il demande également le retrait des militaires employés pour assurer la sécurité des sites pétroliers, notamment dans le delta du Niger, dont la présence serait source de tension. Le ministre du Travail, Chris Nguye, a estimé que la grève serait illégale. D'autre part, le gouvernement n'ayant pas encore officiellement reconnu l'ULC, fondé l'an dernier après une lutte de pouvoir au sein du NLC, ce regroupement n'est pas habilité à représenter les syndicats, a ajouté le ministre. Et voilà donc cette grève générale qui pourrait démarrer à partir de ce lundi au Nigeria. C'est le Congrès uni du travail, une confédération syndicale qui a lancé cet appel. Et les autorités craignent la paralysie d'une économie à peine sortie d'une période de crise profonde. L'industrie du gaz et du pétrole, mais aussi celle des télécommunications, de l'aviation et de l'électricité sont concernées. Une grève dans ces 4 secteurs clés pourrait avoir un impact très important sur l'économie du pays alors que le Nigeria sort de plusieurs mois de récession. Le Congrès uni du travail exige le passage du salaire minimum de 42 à 130 €, le retrait des policiers et militaires en faction sur les lieux de travail et usines, le paiement immédiat des arriérés de salaire dus à plusieurs dizaines de milliers de travailleurs. Avec cet appel national, les organisateurs espèrent faire plier le gouvernement fédéral. Ce journal se poursuit direction la
la République démocratique du Congo, où la situation de la propagation du choléra devient préoccupante. L'épidémie touche presque toutes les provinces. Depuis le début de l'année, près de 25 000 cas suspects et un demi-millier de morts ont été déjà enregistrés. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, livre quelques stratégies de riposte. C'est sur les propos recueillis par notre correspondante Yiyet Mavinga Kataï. Sur les 500 zones de santé qui existent au pays, on a 150 zones de santé environ qui sont atteintes. Il y a 3 catégories de risques différents. Il y a 2 zones à risque élevé. C'est la zone du Haut-Lomami et la zone de Kwilu. Il y a des zones qui sont à risque modéré. Ça, c'est toute la zone du Maniema, des 2 Kivu, un petit peu le Congo central, et tout le reste du pays est à risque plutôt très limité. Proportionnellement, lorsque le taux de mortalité est inférieur à 2%, on considère que la riposte médicale est efficace, et je crois qu'on doit féliciter la qualité de la riposte des équipes médicales à travers le pays. Alors, quelles sont les mesures urgentes qui ont été prises ? Les mesures urgentes, c'est la création d'abord d'un programme national d'éradication du choléra que j'ai créé lorsque j'avais fait la visite à Goma. La deuxième mesure, c'est que j'ai envoyé une note circulaire à toutes les divisions provinciales de la santé pour leur rappeler les guidelines, les mesures de prise en charge du choléra. Troisième mesure, j'ai aussi pris contact avec tous les gouverneurs de province pour leur demander de s'impliquer personnellement avec toute leur autorité dans la riposte. Quatrième mesure, on a demandé on a une sensibilisation à toutes les populations pour leur demander, dès qu'il y a des signes suspects, d'aller dans les centres de santé. On les a sensibilisés au lavage des mains, aux mesures d'hygiène. Et alors enfin, une réunion d'urgence pour justement faire une riposte multisectorielle. Samedi, lors d'un petit déjeuner de presse, il faut le dire, le président de la République malgache a confirmé qu'il était favorable à une révision de la Constitution. La loi fondamentale contient des imperfections, mais à la veille des élections de 2018, certains doutent de l'opportunité d'en changer. Depuis 10 jours, le débat fait rage entre la presse pro-pouvoir en faveur d'une révision et la presse d'opposition qui appelle même à la démission du président en cas de non au référendum. Un projet de révision de la Constitution doit en effet être approuvé par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat avant d'être soumis à référendum. La fin du mandat du président Henry étant arrêtée au 25 janvier 2019, l'organisation du scrutin devrait se dérouler entre le 24 novembre et le 24 décembre 2018. Selon le président, le délai est trop court pour organiser une élection dans le pays, compte tenu des difficultés rencontrées lors des précédents scrutins. Et en Allemagne, le candidat du Parti libéral, Christian Lindner, a répété son opposition à la réforme de la zone euro, laquelle réforme est promue par le président français. Christian Lindner s'est exprimé lors d'un congrès extraordinaire de son parti dimanche à Berlin. Le FDP, pour l'instant crédité de 9% d'intention de vote aux élections allemandes le dimanche prochain, s'apprête à revenir au Bundestag et pourrait devenir un partenaire possible pour un futur gouvernement de coalition. Le journal Le Monde a cité M. Macron disant: si Mme Merkel s'allie aux libéraux, nous sommes morts. Mais pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Nous sommes le parti de l'Europe. Nous avons intérêt à ce que l'Europe se maintienne. L'Europe, c'est une partie de notre joie de vivre. Nous savons que l'Allemagne ne sera pas plus forte si la France s'affaiblit. Une Allemagne forte, c'est possible seulement avec une Europe forte. Si l'idée, c'est de doter la zone euro de son propre budget, d'un tunnel d'argent partant d'Allemagne qui irait directement aux autres États d'Europe, alors cet accord financier se fera sans nous. Car cette union du transfert ne renforcerait pas l'Europe, elle l'affaiblirait et ne produirait sur la durée que des payeurs et des perdants. Au
Obligation pour les Israéliens d'accomplir leur service militaire. La décision a été récemment annoncée par la Cour suprême israélienne. Dimanche, des centaines de juifs ultra-orthodoxes ont manifesté à Jérusalem contre cet état de choses. Mardi, en effet, la Cour suprême a annulé un texte exemptant les ultra-orthodoxes du service militaire, ce qui a provoqué le mécontentement de cette puissante communauté qui représente 10% de la population. Obligatoire sauf exception, le service militaire généralement accompli à l'âge de 18 ans est de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans pour les femmes. Le service militaire des ultra-orthodoxes fait depuis longtemps débat en Israël. Parlons à présent de l'ouragan Maria qui fait à son tour parler de lui. La Guadeloupe est passée en alerte orange cyclonique en prévision de son passage. La préfecture en a fait l'annonce dimanche. Les îles du Nord qui sont déjà ravagées par l'ouragan Irma restent en vigilance jaune cyclone. À peine 2 semaines après Irma, la population est de nouveau appelée à se préparer, notamment à des inondations sur les parties basses de l'archipel. Météo France prévoit pour la Guadeloupe une forte houle, des vents violents avec rafales jusqu'à 200 km/h, de fortes pluies pouvant aller jusqu'à 400 mm par endroit. Au rang des consignes de sécurité s'impose d'évacuer les habitations situées en zone inondable, de rejoindre un abri sûr, de consolider sa maison en protégeant les ouvertures et de mettre hors de portée d'eau les objets personnels et documents. Nous avons vu un nouveau cyclone se former, le cyclone Maria, et qui dans 2 jours va toucher à la fois le sud de la Guadeloupe, le nord de la Martinique et éventuellement Saint-Martin. Lorsque nous avons commencé à veiller sur ce cyclone en formation, il était de puissance 1. Il est maintenant sur une puissance qu'on évalue entre 2 et 3. Et la Guadeloupe vient d'être placée en alerte orange. Donc cela montre évidemment que nous aurons des difficultés importantes. Selon Météo France, les incertitudes sur la trajectoire et l'intensité finale à cette échéance ne permettaient pas encore de localiser avec précision les impacts sur la Guadeloupe. L'Institut estime qu'il n'est ainsi pas possible, exclu, que Maria atteigne la catégorie 3 à son passage au plus près de la Guadeloupe. La Martinique a, elle, été placée en vigilance jaune, vent violent, mer dangereuse et fortes précipitations. Une tempête a balayé l'ouest de la Roumanie dimanche, laissant une facture amère. 8 morts et 67 blessés d'après le ministère de l'Intérieur. Bref, mais intense, l'ouragan qui a marqué son passage par des vents de près de 100 km/h a d'abord surpris les habitants près de la frontière hongroise avant de progresser vers le nord et la frontière ukrainienne. Eh bien, la plupart des victimes se trouvaient à l'extérieur. Un homme a été assommé par un arbre, un autre par un panneau publicitaire. 2 enfants ont été hospitalisés dans un état critique. L'administration nationale de météorologie a notamment mis en cause une accumulation anormale longue de plusieurs journées d'une masse d'air chaud qui a stagné dans l'atmosphère. Les températures étaient supérieures à 30 degrés dimanche en Roumanie. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition qu'avec plaisir nous vous avons présentée, mesdames et messieurs. Restez en compagnie d'un programme de Sika. Au revoir.